Chapitre 23. Comment Gargantua fut éduqué par Ponocrates en telle discipline qu'il ne perdait aucune heure du jour. Quand Ponocrates connut la vicieuse manière de vivre de Gargantua, il résolut de l'éduquer aux lettres, mais les premiers jours il la toléra, considérant que la nature ne supporte pas les changements soudains sans une grande violence. Donc, pour mieux commencer son travail, il supplia un savant médecin de ce temps, nommé Maître Théodore, de voir s'il était possible de remettre Gargantua dans une meilleure voie. Il le purgea selon les règles avec de l'hellébore d'anticire, et par ce médicament lui nettoya toute l'altération et la perverse disposition du cerveau. Par ce moyen aussi, Ponocrates lui fit oublier tout ce qu'il avait appris sous ses antiques précepteurs, comme Timothée le faisait à ses élèves qui avaient été instruits sous d'autres musiciens. Pour mieux réussir, il l'introduisait dans les compagnies des gens savants du pays, à l'émulation desquels lui grandissent l'esprit et le désir d'étudier autrement et de se faire valoir. Ensuite, il le mit à tel train d'études qu'il ne perdait aucune heure du jour, mais emplissait tout son temps dans les lettres et le savoir honnête. Gargantua s'éveillait donc vers 4 heures du matin. Pendant qu'on le frottait, on lui lisait quelques pages de l'Écriture sainte à voix haute et clairement avec la prononciation qui convenait à la matière. Et ce rôle était confié à un jeune page natif de Bacchée, nommé Anagnoste. Selon le propos et le sujet de cette leçon, souvent il s'adonnait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, dont la lecture montrait la majesté et le jugement merveilleux. Puis, il allait au privé vider les résidus naturels. Là, son précepteur répétait ce qui avait été lu, lui expliquant les points les plus obscurs et les plus difficiles. En revenant, il observait l'état du ciel, s'il était comme il l'avait noté le soir précédent, en quel signe entrait le soleil et aussi la lune pour cette journée. Ce fait, Gargantua était habillé, peigné, frisé, arrangé et parfumé, et pendant ce temps, on lui répétait les leçons du jour précédent. Lui-même les disait par cœur et y appliquait quelques cas pratiques concernant l'état des hommes, analyse qu'il étendait parfois jusqu'à 2 ou 3 heures, mais ordinairement, ils arrêtaient lorsqu'il était complètement habillé. Puis, par 3 bonnes heures, on lui faisait lecture. Ce fait, il sortait, toujours discutant du sujet de la lecture, puis se déplaçait au jeu de paume de braque ou dans les prés et jouait à la balle, à la paume, à la balle à 3, exerçant élégamment les corps comme ils avaient auparavant exercé les âmes. Tout leur jeu était libre, car ils laissaient la partie quand cela leur plaisait et s'arrêtaient ordinairement lorsqu'ils suaient ou étaient fatigués. Ils étaient donc très bien essuyés, frottaient, ils changeaient de chemise et en se promenant doucement, allaient voir si le dîner était prêt. Là, en attendant, ils récitaient clairement et éloquemment quelques sentences retenues de la leçon. Cependant, monsieur, l'appétit venait et il s'asseyait à table au bon moment. Au commencement du repas, on leur lisait quelque histoire plaisante des anciens hauts faits, jusqu'à ce qu'il ait pris son vin. Alors, si bon lui semblait, on continuait la lecture, où ils commençaient à deviser joyeusement ensemble, parlant, pour les premiers mois, des vertus, propriétés, effets et nature de tout ce qui leur était servi à table. Du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes, racines, et de toutes leurs préparations. En faisant cela, il apprit en peu de temps tous les passages qui touchent ce sujet chez Pline, Athénée, Dioscoride, Julius Pollux, Galien, Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, Élien et autres. Il faisait souvent, pour être plus sûr, apporter les susdits à table. Et il retint si bien et complètement dans sa mémoire ce qui était dit, qu'aucun médecin d'alors ne savait la moitié de ce qu'il savait. Après, ils discutaient des leçons lues le matin, et ils terminaient leur repas par quelques desserts à base de confiture de coing, se nettoyaient les dents avec un brin de lentisque, se lavaient les mains et les yeux de belle eau fraîche,
et rendait grâce à Dieu par quelques beaux cantiques faits à la louange de la générosité et de la bonté divine. Ce fait, on apportait des cartes non pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petites gentillesses et inventions nouvelles, qui toutes venaient de l'arithmétique. De cette manière, il prit de l'intérêt à cette science des nombres, et tous les jours après dîner et après souper, il y passait le temps aussi plaisamment qu'il en prenait d'habitude aux dés et aux cartes. Si bien qu'il sut d'elles, et la théorique et la pratique, si bien que l'anglais Tunstall, qui en avait amplement écrit, confessa qu'en comparaison de lui, il n'y comprenait que du baragouin. Et non seulement de celle-là, mais des autres sciences mathématiques, comme géométrie, astronomie et musique. Car en attendant la digestion de sa nourriture, il faisait 1000 joyeux instruments et figures géométriques, et de même pratiquait les tables d'astronomie. Après, il se distrayait à chanter la musique à 4 ou 5 parties, ou sur un thème en improvisation de voix. Pour les instruments de musique, il apprit à jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte allemande ou à 9 trous, de la viole et de la sac-butte. Une heure ainsi employée, la digestion parachevée, il se purgeait des excréments naturels. Puis se remettait à son étude principale, 3 heures ou davantage, tant à répéter la lecture du matin qu'à poursuivre le livre entrepris, et aussi à écrire et bien dessiner et former les lettres antiques et romaines. Ce fait, ils sortaient de leur hôtel avec un jeune gentilhomme de Touraine nommé l'écuyer Gymnaste, qui leur montrait l'art de la chevalerie. Ils changeaient de vêtements, montaient sur un coursier, sur un roussin, sur un genet, sur un cheval barbe, cheval léger, et lui donnaient 100 courses, le faisant voltiger en l'air, franchir un fossé, sauter une palissade, tourner serré dans un cercle, tant à droite qu'à gauche. Là, on ne pouvait pas dire qu'il rompe la lance. Car c'est la plus grande absurdité du monde de dire « j'ai rompu 10 lances en tournoi ou en bataille ». Un charpentier le ferait bien. Mais c'est une gloire digne d'éloge d'avoir abattu d'une lance 10 de ses ennemis. Donc, de sa lance droite, solide et raide, il rompait une porte, enfonçait une armure, renversait un arbre, perçait un anneau, enlevait une selle d'armes, un haubert, un gantelet. Il faisait le tout armé de pied en cap. Pour ce qui était du pas de parade et de faire les petites acrobaties sur un cheval, nul ne fit mieux que lui. Le voltigeur de Ferrare n'était qu'un singe en comparaison. Il avait particulièrement appris à sauter rapidement d'un cheval sur l'autre sans toucher terre, et on nommait ses chevaux de voltige, et à monter de chaque côté sans étrier et la lance au poing, et à guider son cheval sans bride, car telles choses servent à l'art militaire. Un autre jour, il s'exerçait à la hache qu'il coulait si bien, resserrait si bien sur tous les coups de pointe, descendait si souplement en cercle, qu'il serait passé chevalier en campagne et pour tous les exercices. Puis, il maniait la pique, brandissait l'épée à 2 mains, l'épée bâtarde, l'épée espagnole, la dague et le poignard, en armure, non armé, au bouclier, à la cape, au bouclier rond. Il courait le cerf, le chevreuil, l'ours, le daim, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'outarde. Il jouait au ballon et le faisait bondir en l'air aussi bien du pied que du poing. Il luttait, courait, sautait, non d'un saut de 3 pas comme à cloche-pied, ni au saut d'allemand, car, disait Gymnaste, tels sauts sont inutiles et d'aucune efficacité en guerre, mais d'un saut, il perçait un fossé, volait au-dessus d'une haie, montait 6 pas le long d'une muraille, et grimpait de cette façon à une fenêtre de la hauteur d'une lance. Il nageait en eau profonde, à l'endroit, à l'envers, de côté, seulement avec les pieds, une main en l'air, avec un livre en main avec lequel il traversait la rivière de Seine sans le mouiller, en tirant par les dents son manteau comme le fit Jules César, puis d'une main entrait de force dans un bateau, de là se jetait à nouveau dans l'eau la tête la première, sondait le fond, visitait le creux des rochers,
plongé aux abîmes et aux gouffres. Puis, il faisait tourner ce bateau, le gouvernait, le menait vite, lentement, au fil de l'eau, à contre-courant, le retenait dans une écluse, le guidait d'une main en s'escrimant de l'autre avec un grand aviron, tendait la voile, grimpait au mât par les cordages, courait sur les vergues, ajustait la boussole, mettait les boulines à contrevent, bloquait le gouvernail. Sortant de l'eau, il montait encore tout droit la montagne et dévalait aussi librement, grimpait aux arbres comme un chat, sautait de l'un en l'autre comme un écureuil, abattait les grosses branches comme un autre Milan de Crotone. Avec 2 poignards acérés et 2 poinçons solides, il montait en haut d'une maison comme un rat, descendait de haut en bas avec une telle disposition des membres que la chute ne le blessait jamais. Il lançait le javelot, la barre, la pierre, la javeline, l'épieu, la hallebarde, tendait l'arc, bandait à force d'airain les fortes arbalètes pour les sièges, visait à l'arquebuse sans fourche, mettait le canon sur affût, tirait au but, au perroquet, de bas en haut, de haut en bas, devant, de côté, en arrière comme les partes. On lui attachait un câble depuis le haut d'une tour, et lui y montait avec les 2 mains, puis dévalait si rapidement et avec une telle sûreté que vous ne feriez pas mieux dans un pré bien plat. On lui mettait une grosse perche appuyée sur 2 arbres à laquelle il se pendait par les mains, et il allait et venait sans les toucher des pieds, si vite qu'on aurait pu l'atteindre à la course. Et pour s'exercer le thorax et le poumon, il criait comme tous les diables. Je l'entendis une fois appeler Eudémon depuis la porte Saint-Victor jusqu'à Montmartre. Stentor n'eut jamais telle voix pendant la guerre de Troie. Et pour fortifier les nerfs, on lui avait fait 2 gros saumons de plomb de chacun 8700 quintaux, qu'il appelait ses haltères. Il les prenait par terre à chaque main et les levait au-dessus de sa tête. Et il les tenait ainsi sans bouger 3/4 d'heure et plus, ce qui était une force inimitable. Il jouait au bar avec les plus forts, et quand il fallait marquer le point, il se tenait sur ses pieds si solidement qu'il se laissait aborder par les plus aventureux, au cas où il ferait bouger de sa place, comme jadis faisait Milon. À son imitation aussi, il tenait une pomme de grenade dans sa main et la donnait à qui la lui pourrait ôter. Le temps ainsi employé, lui frottait, nettoyait et avec des vêtements frais, tout doucement il retournait et passant par quelque pré ou quelque autre lieu herbu, il visitait les arbres et les plantes, les rapprochant des livres des anciens botanistes comme Théophraste, Dioscoride, Marinus, Pline, Nicandre, Macère et Galien, et ils en emportaient au logis à pleine main, dont était chargé un jeune page nommé Rhizotome, avec les houes, pioches, serre-fouettes, bêches, tranchoirs et autres instruments nécessaires pour bien herboriser. Arrivés au logis, et pendant qu'on préparait le souper, il répétait quelques passages de ce qui avait été lu et passait à table. Notez ici que son dîner était sobre et frugal, car il y mangeait seulement pour réfréner les abois de l'estomac. Mais le souper était large et copieux, car il en prenait autant qu'il en avait besoin pour s'entretenir et nourrir. Ce qui est le vrai régime prescrit par l'art de bonne et sûre médecine, bien qu'un tas de badauds médecins abrutis dans l'officine des sophistes conseillent le contraire. Durant ce repas, on continuait la leçon du dîner, tant qu'il semblait bon. Le reste du temps était utilisé en propos tous cultivés et utiles. Après avoir rendu les grâces, ils s'adonnèrent à chanter musicalement, à jouer d'instruments harmonieux, ou à ces petits passe-temps qu'on prend aux cartes, aux dés et aux gobelets. Et là, ils demeuraient faisant grande chère, et se distrayant parfois jusqu'à l'heure de dormir. Parfois, ils allaient visiter les compagnies de gens lettrés ou de gens qui avaient vu les pays étrangers. En pleine nuit, avant que de se retirer, ils allaient au lieu de leur logis le plus ouvert pour voir la disposition du ciel, et là, ils notaient les comètes, s'il y en avait, les figures, situations, aspects, oppositions et conjonctions des astres. Puis, avec son précepteur, Gargantua récapitulait rapidement,
à la mode des pythagoriciens, tout ce qu'il avait lu, vu, su, fait et entendu au cours de la journée. Alors il priait Dieu le Créateur en l'adorant et en proclamant leur foi envers lui, le glorifiant de sa bonté immense et le remerciant de tout le temps passé, se recommandait à sa divine clémence pour le temps à venir. Cela fait, il se reposait.